Alors tout le monde s'en souvient parce que c'était il y a pas si longtemps, décembre 2024 je crois. Luigi Mangione, qui a fait la une de tous les journaux, avait assassiné en pleine rue à New York, meurtre de sang-froid, le PDG Brian Thompson, qui était PDG responsable d'une branche dans une entreprise qui s'appelle United Healthcare, et vous en avez certainement entendu parler depuis. United Healthcare est la plus grosse assurance maladie privée aux États-Unis, et depuis cette société s'effondre en bourse pour d'autres raisons aussi. Ils ont été également accusés par le DOJ, Department of Justice aux États-Unis, de fraude à la facturation au programme Medicare et Medicaid. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu des sujets compliqués parce que tout le monde a un avis ultra politique puisqu'il s'agit de la santé, avec évidemment des gens qui considèrent que ça ne devrait absolument pas être un marché, que c'est totalement immoral, et puis vous allez voir que ce qui s'y passe est potentiellement beaucoup plus subtil que ça. Sachant qu'à titre personnel, j'ai été assuré sur assurance privée de mon côté, potentiellement 80% des 17 dernières années où j'ai été employé. Donc c'est un sujet que je connais bien parce que moi-même, je suis soumis à ces histoires d'assurance privée pour ma santé. Donc on va regarder ça parce qu'aujourd'hui, United Healthcare est à quasiment moins 50% de ses plus hauts. Et ça en fait potentiellement une opportunité d'investissement intéressante. Snowball.fr. Alors l'histoire de Luigi Mangione, pour ceux qui la connaissent pas, donc c'est voilà le sujet qu'on va aborder, il est extrêmement polarisé politiquement. Donc vous avez un gars qui avait un historique personnel, donc il est plutôt d'une famille aisée, il est plutôt politiquement anticapitaliste. Si j'ai bien compris, j'ai vu un reportage sur lui, il avait eu des opérations médicales, peut-être prises en charge ou non, mais en tout cas ça s'était pas très bien passé pour lui au niveau de sa santé. Y compris, si je dis pas de bêtises, avec la maladie de Lyme qui, selon lui aurait fait un petit peu déboulonner le cerveau. Bref, pour tout un tas de raisons, ce mec était un petit peu au carrefour de problèmes de santé, potentiellement un petit peu de soucis dans sa tête, qu'il l'a dit lui-même, hein. Je vais pas le juger de moi-même, et un côté aussi politisé par rapport à des posts qu'on a retrouvés de lui sur le forum Reddit, qui critiquait le capitalisme et les sociétés de santé. Et même s'il a eu un souci de santé personnelle, je ne sais pas quelle en a été la portée et sa prise en charge par le système assurantiel américain, a priori, ce n'était pas avec United Health. Et pourtant, le gars a décidé d'assassiner en septembre dernier Brian Thompson, voilà, qui était le PDG en plein New York, hein, sur le trottoir. On avait vu les vidéos. Et ça a à voir avec le fait que United Health avait été choisi comme cible puisque c'est la plus grosse entreprise d'assurance maladie privée aux États-Unis, qui a des performances financières assez démentielles depuis des années, qui bat le SP500 sur au moins 10 ans. Donc les griefs autour de cette entreprise, en fait, elles sont un petit peu résumées par Bill Ackman, mais je vais vous donner mon avis personnel, parce que je suis moi-même assuré en assurance privée, et je l'ai été dès mon premier job avec l'entreprise Halliburton, un poids lourd du service pétrolier aux États-Unis, basé à Houston. J'étais sous ces assurances privées. Je vous explique le concept. Je pars en Angola et on m'explique que si j'attrape la malaria, qui a une forme qui fait que vous pouvez mourir en 48 heures si le parasite se loge dans votre cerveau. On m'explique dans mon assurance que si ça m'arrive, je serai rapatrié en Afrique du Sud dans un hôpital top niveau pour être pris en charge, et que si je vais ailleurs dans le monde, je serai rapatrié dans un hôpital de classe mondiale. Donc en Angola, c'était l'Afrique du Sud.
Donc on me dit bravo, vous êtes assuré, vous avez droit à tout, le jet privé médicalisé, blablabla. Le sujet de ces assurances privées, c'est que vous avez un contrat et en tant qu'assuré, vous devez respecter une partie du contrat qui incombe à l'assuré. Tout comme si vous assurez votre bagnole et que vous avez un accident, la partie que vous deviez garantir de votre côté, c'était le contrôle technique. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas assuré. Même concept. Donc je me retrouve à avoir une prescription médicale pour prendre de la Malarone en prévention. C'était une pilule par jour. Je vais chez le pharmacien, j'achète la boîte et le pharmacien me demande si je fais une crise de palu ou quel était le délire. Je lui dis non, je vais prendre de la Malarone en prévention, une pilule par jour, et il me demande mais combien de temps allez-vous partir? Bon, a priori, moi je partais pour au moins 3 ans dans cette aventure. Et il me dit, mais monsieur, si vous prenez cette pilule une fois par jour, sur une longue période, dans 8 mois, dans 1 an, vous n'aurez plus de foie. Voilà, parce que c'est la contre-indication du médicament. Donc c'est ça, une assurance privée qui abuse. C'est une assurance qui vous promet tout, mais qui vous met une clause dans le contrat que vous ne pouvez pas respecter. Et du coup, si vous ne la respectez pas, eh bien, le jour où ça se passe mal pour vous, l'assurance fera valoir le fait que vous n'avez pas respecté le contrat. Donc, c'est le fameux refus de prise en charge. Et là, donc il y a plein de cas aux États-Unis. Si vous avez des chimiothérapies pour la prise en charge d'un cancer, et donc si un matin vous ne pouvez absolument pas aller à la chimio parce que vous n'en pouvez plus, vous vomissez vos tripes, pour ceux qui connaissent cette maladie, qui ferait bien d'aller se faire foutre, ce satané cancer, eh bien, vous ratez la chimio, vous recevez un courrier de votre assureur qui vous dit vous n'êtes plus pris en charge pour la suite puisque vous avez faussé le traitement, donc on ne vous rembourse plus. Luigi Mangione estime que c'est extrêmement immoral, abusif, ce qui est en partie vrai parce que personne n'a envie de se concentrer sur son assurance quand il a un souci. Enfin, je veux dire, vous tombez malade, vous avez un problème, l'assureur, il arrive avant les pompiers, quoi. Donc ça, c'est quand même compliqué à vivre. Mais ce côté immoral, en fait, moi, j'estime qu'on l'a aussi dans le système français, où, du coup, au lieu d'être régulé par ces assurances privées et ces règles à la con que je viens de vous expliquer, où vous allez être, vous, la victime, le système français qui vous promet tout en vous disant ceci ne vous arrivera pas, en fait la promesse n'est pas tenable. Voilà. Donc le système français, l'assureur est déficitaire, c'est l'État, et celui qui se fait avoir, c'est un partage entre celui qui fait partie du corps médical qui parfois s'y retrouve pas financièrement, donc c'est lui qui donne de son temps gratuitement. Et pour le patient, c'est la file d'attente. Voilà, ça c'est le principe de l'offre et de la demande. Soit l'offre et de la demande se fait autour d'un prix libre, et du coup il y a des gens qui sont exclus du prix. C'est ce que les gens de gauche expliquent qui est immoral dans le capitalisme. Ça fait qu'il y a des gens pauvres qui n'ont pas accès parce que le prix se met à un niveau où ils sont rejetés. Puis quand vous faites le socialisme ou l'organisation communiste des biens et services, tout le monde a accès, mais du coup, il n'y a pas assez pour servir tout le monde et vous vous retrouvez avec des files d'attente. Il y a énormément de gens qui ont probablement des complications, voire même des décès par la non-prise en charge, par la file d'attente qui est trop longue, etc., etc. Et aux États-Unis, ça sera immédiat. Alors, c'est peut-être vous qui payerez, mais ça sera immédiat. Voilà. Donc, la couverture santé est globalement meilleure aux États-Unis, mais tout le monde n'en bénéficie pas de manière égale. Et en France, on bénéficie tous de manière égale d'un système qui fonctionne pas très bien. Alors les avantages du groupe, eh bien, ils sont assez significatifs. C'est pour ça que c'est très probablement le groupe d'assurance privée aux États-Unis qui fonctionne le mieux depuis toutes ces années. C'est évidemment la santé, c'est un marché. C'est un marché plutôt concurrentiel. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur les avantages compétitifs. Quand vous avez un marché concurrentiel avec un prix de marché qui est fixé par l'offre et de la demande qui est multiple, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire l'impasse d'un point de vue avantage compétitif sur celui de coût de production le plus bas du secteur. Voilà. Parce que c'est comme ça, vous avez un prix de marché, donc forcément, celui qui fera le plus de marge,
c'est celui qui a les coûts les plus bas vis-à-vis de ce prix de marché. Et ça, c'est 98% du capitalisme mondial. Et tout ça, ça s'obtient comment? Eh bien, vous devez atteindre une masse critique. Voilà, c'est un concept de Charlie Munger. Évidemment, cette masse critique permet à United Health d'avoir des millions d'assurés et des milliers d'entreprises qui se tournent vers eux pour assurer leurs employés. Et inversement, eux, United Health, se retrouvent en position de force pour négocier les tarifs fournisseurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, United Health est une entreprise qui a un effet de réseau et un écosystème. Voilà, donc plus United Health recrute d'assurés, plus elle renforce son réseau de soins parce qu'elle crée un écosystème avec le réseau de soins, avec Optum, qui est la prise en charge des clients. Donc c'est un petit peu comme si votre assureur voiture était aussi le propriétaire des garages Midas, Feu Vert et compagnie. Et qu'en gros, lorsque vous prenez en charge votre assurance, lorsque vous êtes pris en charge pour un accident, votre assureur vous renvoie dans ses propres garages. Et puis vous avez évidemment le plus critique pour une assurance, c'est toute la donnée santé qui en résulte. Donc c'est aussi une entreprise qui capitalise énormément sur la connaissance de ses assurés et qui va être capable de juger qui doit payer quoi pour continuer à être assuré. Ce qu'un nouvel entrant ou ce que quelqu'un qui ne bénéficie pas de l'effet de réseau et de cet écosystème, d'avoir aussi la propriété de la prise en charge médicale, ils ne vont pas avoir accès aux informations de risques qu'ils prennent en assurant les gens. Mais c'est aussi un avantage pour le client parce que il n'y a rien de pire quand vous allez chez le médecin qui ne vous connaît pas, d'avoir le sentiment qu'il ne s'intéresse même pas à votre historique personnel. Alors que là, en fait, ils sont tellement obsédés par le coût et le risque que d'entrée, quand vous allez chez le médecin, vous avez, vous, patient, le bénéfice d'avoir un médecin qui revoit tout votre historique et qui a accès à tout cet historique et qui évidemment, va essayer de mettre en place le parcours de soins le plus intéressant pour vous. Donc, c'est un mécanisme de rétention du client. Tout ça pour en arriver à Bill Ackman qui nous relate une histoire. Voilà, c'est là qu'on en arrive à toute cette histoire du United Health, ce meurtre dans la rue, ces griefs qu'il y a à l'encontre du système assurantiel américain. Bill Ackman nous parle d'un chirurgien qui s'appelle Potter. Il explique qu'il a reçu un coup de fil de United Health en pleine opération. Et pendant cette opération, United Health lui a dit merci d'arrêter l'opération puisque le patient n'est pas pris en charge. Donc ça, j'ai des doutes, ou alors je trouve United Health complètement stupide. Donc déjà, s'ils l'ont fait, c'est dégueulasse. Évidemment, ça se fait pas comme ça, ou ça se fait pas à ce moment-là. Mais le docteur Potter, voilà, le problème, c'est que tout le monde va dire l'assureur doit payer. Donc la réalité, c'est que United Health aurait tout simplement pu refuser la facture. Voilà. C'est-à-dire que le fameux Dr Potter, s'il n'a pas demandé avant, ou si l'assuré n'a pas demandé avant, ou s'ils sont allés trop vite, eh bien United Health, s'ils s'estiment légitimes pour refuser la facture, ils n'ont pas à refuser l'opération, pour la simple et bonne raison que l'hôpital et le Dr Potter peuvent tout à fait décider d'offrir cette opération gratuitement aux patients. Voilà, il y a quand même un sujet qui est toujours que dans ces histoires d'assurance, et là on a vraiment la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, ils se plaignent tous de l'assureur qui ne veut pas payer. En France, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais du coup, les gens qui ne sont pas payés, c'est plutôt le corps médical. Voilà, probablement que ce docteur Potter devait prendre $5 000 pour cette opération. Il aurait pu tout à fait, au moment du coup de fil, dire « Ah merci, je vous remercie de m'en informer, mais je prends la décision de soigner cette patiente gratuitement, car moi je suis altruiste. » Voilà, donc ce mec ne l'a pas fait et il vient se plaindre comme s'il ne pouvait pas prendre sa part entre guillemets, d'aide aux plus démunis qui n'en ont pas les moyens. Pour conclure sur cette histoire de Bill Ackman et du fameux Dr Potter,
où voilà, tout s'est emballé sur United Health avec ce fameux taux de refus qui est estimé à 33%. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez En fait, il s'agit juste d'un segment. Nos amis de United Health répondent à plusieurs marchés, à plusieurs demandes d'assurés, des entreprises, etc., etc. Et il y a un segment qui est géré par le gouvernement, qui a mis en place une marketplace, qui a fait un contrat standard. Le gouvernement l'a établi et a fait une marketplace. Et donc, des entreprises comme United Health peuvent adhérer à ce contrat et dire « moi, je vais proposer ce contrat à tel prix ». Et en face, vous avez des gens qui viennent pour s'assurer. Et qui vient pour s'assurer? Eh bien, tous les indépendants. Parce que quand vous êtes dans une entreprise comme Microsoft, Microsoft va potentiellement négocier avec United Health une couverture santé. Puis après, vous avez tous les indépendants qui ont été un petit peu centralisés sur un contrat standard par le gouvernement. Donc, ils viennent sur cette plateforme Government Health et ils choisissent pour ce contrat standard de personnes indépendantes un fournisseur d'assurance santé. Et s'ils choisissent United Health, il s'avère qu'ils se retrouvent dans ce cas-là. Voilà, ça c'est un cas de ce système-là où il y a ce fameux 33% de taux de refus. Sauf qu'en fait, donc c'est 33%, sachant que si les gens sur cette plateforme-là avaient fait un autre choix d'une autre assurance, ben, ils auraient peut-être payé un peu plus cher. Peut-être pour ça qu'ils ont fait le choix de United Health. Mais ils auraient eu en moyenne que 19% de taux de refus. Donc tout le monde reproche à United Health d'avoir été l'entreprise avec le plus fort taux de refus sur ce segment-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au global, cette histoire-là, sur ce segment-là de cette plateforme pour les indépendants, dans la galaxie de services et revenus dont bénéficie United Health, ça correspond à 5%. C'est une estimation, on n'a pas le chiffre nulle part. Hein. J'ai demandé à l'intelligence artificielle d'essayer d'estimer à combien ça correspondait. Donc c'est pas du tout un sujet systémique. Le sujet qui est beaucoup plus important pour United Health, c'est plus cette histoire selon laquelle voilà, ils sont beaucoup mieux positionnés pour un autre service qui est payé par le gouvernement, qui est les assurances santé Medicare des seniors. Voilà, vous quittez votre boulot et maintenant, à nouveau, vous allez sur le site du gouvernement. Je ne sais pas si c'est celui-là, peut-être, j'imagine que c'est celui-là. Et en tant que senior, vous allez prendre le contrat standard proposé par le gouvernement, qui est en partie ou complètement payé par le gouvernement. Et le gouvernement va payer à United Health, pour chaque senior qui choisit United Health pour le Medicare, le gouvernement va leur payer 12 000 $. Et une grosse partie de la baisse du cours de bourse, c'est qu'il s'avère que contrairement à ce que pensait United Health, toucher 12 000 $ du gouvernement pour prendre en charge la santé de patients qui ont plus de 65 ans, il s'avère que ce n'est pas suffisant parce que finalement les dépenses pour prendre en charge ces gens-là sont trop importantes pour faire des profits. Mais ça, à nouveau, donc voilà, sur le coup de l'histoire du taux de refus, on est sur quoi que ce soit qui correspond à 5% du business de United Health. Puis après, le cours de bourse s'effondre. Hein, vous voyez qu'on est clairement sur du moins 60%. C'est parce que les guidances sur les bénéfices sont plus basses, mais United Health, c'est un assureur. Ils vont devoir recalculer leurs primes. Ils vont devoir renégocier le contenu du contrat s'ils ne sont pas satisfaits du montant de ce qu'ils perçoivent par rapport à ce qu'ils payent. Donc là, reprocher à United Health de faire moins de bénéfices sur ça, c'est une chose, mais United Health va faire son boulot d'assureur et revaloriser les primes s'il le peut en négociant avec le gouvernement, ou changer ou refuser de continuer à faire ces contrats qui seraient déficitaires. Enfin, pour tout un tas de raisons, ce n'est pas un problème non plus. C'est peut-être moins de bénéfices dans le futur, mais ce n'est pas un problème structurel, dans le sens où soit ça changera, soit United Health renoncera à apporter des services à cette partie qui est déficitaire. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est leur métier d'assureur. Et puis vous avez ce dernier point qui est la révélation de soupçons de fraude, où le département de la justice pense que United Health a potentiellement fait des fausses factures à ce fameux Medicare. Et à nouveau, voilà, ça s'est beaucoup emballé. Donc tout ça combiné, vous voyez, il y a plusieurs news négatives sur cette entreprise qui se sont combinées, ce qui fait que tout le monde a lâché les vannes et tout le monde a vendu.
Et moi, j'estime qu'on est vraiment au-delà du rationnel parce que, à nouveau, cette histoire-là de fraude, n'est pas avérée. Deux, si elle l'était, en fait, on est sur des montants de quoi que ce soit entre quelques dizaines, centaines de millions. Allez, au pire des cas, on passerait aux milliards, voire 5 milliards, si vraiment on tire sur la corde en termes d'amende potentielle, ce qui correspondrait à un trimestre des bénéfices de United Health. Donc tous ces sujets-là se sont combinés, ont beaucoup amené de panique, de risques réputationnels, tout ça, mais en fait, c'est la santé aux États-Unis. La santé aux États-Unis se passe comme ça. Les procès aux États-Unis sur des gens qui demandent des sous au gouvernement, c'est quotidien. Voilà, il y a a priori rien dans tout ce qui s'est passé qui corresponde à quoi que ce soit qui était impossible. Je veux dire, tout fait partie des risques qui étaient probables et qui se sont d'ailleurs produits. Et tous ces risques-là, en proportion réelle de l'argent massif que brasse United Health, des milliards de bénéfices que fait cette entreprise, chacun de ces sujets-là individuellement ne pèse pas si lourd dans les bénéfices de United Health, sauf cette histoire de prime Medicare, Medicaid, où ils touchent l'argent du gouvernement, où là, clairement, voilà, dans les guidance, ils ont divisé par 2, donc ça, c'est vraiment, la vraie news, elle est là. Et ça, en fait, c'est leur métier d'assureur. C'est pas une fausse, c'est pas une news, c'est pas cet assassinat, c'est pas ce taux de refus, c'est pas ci, c'est pas machin, c'est qu'ils sont arrivés et ont expliqué aux investisseurs que sur leur cœur de métier intrinsèque, celui d'assureur, celui de calculer les primes perçues par rapport aux frais dépensés qu'ils vont probabiliser dans leur tableau d'actuariat, là-dessus, ils se sont plantés sur leur prévision de bénéfices, sur leur cœur de métier d'assureur, et le bénéfice est probablement 2 fois moindre que prévu. Mais là, à nouveau, ils vont faire leur métier d'assureur. Et si ça reste comme ça, ils gagneront moins que prévu, mais le prix est suffisamment intéressant pour que sur la base de ces nouveaux bénéfices qui vont continuer de croître parce que de plus en plus de gens viennent chez eux, même s'ils gagnent moins d'argent par personne, le prix actuel reflète ce que va devenir cet assureur à partir de maintenant, savoir un assureur qui gagnera un petit peu moins, mais ça va continuer d'augmenter parce que de plus en plus de gens vont venir chez eux. Et donc les perspectives donc évidemment, si vous y étiez avant dans les 500 balles, oui, là évidemment, vous pouvez vous faire du souci qu'on va pas récupérer ces niveaux-là avant 10 ans. Mais maintenant que c'est acté, maintenant qu'on peut se dire qu'ils vont gagner moins d'argent, en fait on s'en fout. Ils gagnent moins d'argent et soit le cours de l'action est à $240 quand moi je l'ai acheté, et pour les perspectives de bénéfices, qui sont moindres, le cours est très intéressant. Et donc, ces perspectives sont moindres, mais la croissance du nombre de personnes qui vont venir chez eux sera toujours là pour un petit peu moins de bénéfices, mais un cours d'action beaucoup plus bas. Et ça va, à partir de maintenant, recommencer à monter tranquillou, avec une estimation, pour moi, on le voit après, a priori, une action qui pourrait monter dans les $800 d'ici 10 ans. Voilà, x3, x4 sur 10 ans, ça sera pas mal. Après, comme je disais, si évidemment vous étiez dans cette aventure-là en démarrant dans les 5 ou $600, c'est pas la même histoire, vous n'allez pas revoir votre pognon aussi vite que ça. Mais pour moi, on a clairement atteint un niveau sur cette action qui justifie tout à fait un point d'entrée pour espérer gagner 10% par an. Alors je vous montre un petit screener que je suis en train de développer sur le site Snowball, qui n'est pas encore en ligne, là c'est la partie de développement du site, mais voilà, on aura bientôt de quoi rechercher des actions. United Healthcare Group, donc là je vous ai fait des moyennes sur 5 ans. L'avantage de cette entreprise, c'est que là, vous voyez, le cours de bourse est ici, je vous le mets sur l'ensemble. Donc vous voyez qu'on a eu une énorme chute. Donc quand je vous donne les chiffres sur 5 ans, c'est entre ce point-là et le point de chute actuel. Donc le cours de bourse a fait à peu près 0 sur 5 ans.
Et la croissance du bénéfice par action est restée stable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fameuse chute de bénéfices par action dont on parle en ce moment pour United Healthcare, au final, c'est un simple retour à ce que l'entreprise gagnait il y a 5 ans. Donc c'est pas non plus un effondrement comme si l'entreprise allait disparaître. Alors au niveau du dividende, on est sur du 3,97$ par an, environ $1 tous les trimestres. Donc l'idée de ce dividende, c'est que je sais pas si la boîte est dividende aristocrate, parce que pour les dividendes aristocrates, il faut que vous ayez aussi, malgré les 35 ans de versement du dividende pour cette boîte, je sais pas s'il y a eu une augmentation constante de ce dividende sur les 25 dernières années. C'est un détail. Donc ça verse quasiment $1 par trimestre, $4 par an pour 270 de cours de bourse. On est dans les 1,5-2%, calcul rapide de tête. L'idée, c'est que ce dividende a une croissance assez exceptionnelle de 14% par an. Donc tout investissement dans United Health, a priori pour moi, par rapport au point de départ actuel, je suis rentré sur les 240, fait que j'estime clairement que par rapport à mon calcul de valorisation, voilà, la calculette Snowball vous explique en bon français, je l'espère, l'ensemble de ces paramètres et de ce résultat. Comment le lire? Donc je vous le lis une fois pour que vous compreniez. Donc selon les paramètres que j'ai établis, le bénéfice actuel de 15 devrait croître selon moi de 11% par an et atteindre 42,6 dans 10 ans. Donc voilà, ça c'est ma projection personnelle. J'estime que United Health fera environ $40 de bénéfice en 2035. À ce moment-là, si j'ai raison, le cours de l'action serait alors de 19 fois les bénéfices. À nouveau, ce ratio, c'est mon estimation. Et donc, j'estime qu'en 2035, United Health vaudra environ $788, $800. Donc c'est ça mon avis sur cette boîte. C'est un cours de bourse à $800 dans 10 ans. Et sachant que moi, je suis quelqu'un qui cherche du 10% par an de rendement, si j'ai du $800 qui m'est offert dans 10 ans exactement, je viens décompter cette estimation de prix de l'action dans 10 ans de manière à obtenir un prix de départ qui correspond à 10% de rendement annuel, ce qui fait 304, et je retire 20% en marge de sécurité pour toute erreur de calcul que j'aurais faite, etc. etc. Ce qui me donne une estimation finale de $240, on vient d'en parler. Donc en fait, tous ces sujets-là voilà, sont venus se cristalliser autour de United Health, et il y a eu une espèce d'emballement, parce que tout est arrivé en même temps, et cet effondrement du cours de bourse. Mais sachant que chacune de ces problématiques-là, individuellement prises, est en fait un problème gérable, c'est un problème réversible. Il reste un sujet de réputation, mais voilà, le problème de la réputation des assureurs aux États-Unis, c'est qu'ils ont tous leur travers. Ils le font tous, ça. Peut-être pas dans les mêmes proportions qu'United Health sur ce segment très précis, mais que voulez-vous qu'un employeur fasse? Qu'il aille voir quelqu'un d'autre? Il aura le même assureur en face, il aura le même système, il aura la même mécanique, parce que tout ça, au final, ce n'est pas un problème de United Health. Tout ceci sont les problèmes intrinsèques à la gestion de la santé aux États-Unis. Et moi, j'avais d'autres assureurs, j'étais pas chez United Health, et ça se passait comme ça, et j'avais envie de me plaindre de la même façon des clauses abusives de mes contrats, et etc. etc. Donc, pour toutes ces raisons, à titre personnel, voilà, j'ai décidé de rentrer sur cette entreprise dans les 240. Je l'ai partagé sur Twitter. Je suis monté à 2,5% de mon portefeuille. J'ai pas non plus fait tapis. J'en profite tant que je suis sur Snowball pour remercier Nicolas qui nous a encore partagé 2 analyses. Donc la première sur le groupe Accor
qu'il a estimé à 43 €. Ensuite, on a eu par François le groupe Gartner que je ne connaissais pas. Grand merci à toi. Le match group de la part de RMN3L que vous pouvez retrouver sur le site. Voilà, donc ça c'était un petit peu les idées partagées au niveau du mois d'août, au niveau du mois de juillet. Et un grand merci à tous. J'ai également récemment participé au Focus Fondamental podcast avec mon cher collègue Hugo et évidemment mon cher collègue Jean. Vous pouvez retrouver cette participation au podcast en lien dans la description. Il y en aura 2. On a enregistré sur 3 heures et c'est partagé entre lundi dernier et lundi prochain. Et puis sur la chaîne principale, je suis un petit peu en vacances. On se retrouvera probablement à la fin août pour des vidéos un petit peu plus divertissantes. Et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et de très bonnes vacances pour ceux qui en ont toujours. À très bientôt. Snowball.fr